Donner, recevoir, la vie, la mort, l'attente, l'espoir, le don d'organes, c'est tout cela à la fois. En France, il repose sur 3 grands principes, le consentement présumé, l'anonymat et la gratuité, le commerce d'organes humains étant rigoureusement interdit. Nous sommes tous, vous, moi, considérés comme des donneurs potentiels, à moins de nous y être opposés de notre vivant. C'est la loi Caillavet de 1976, suivie notamment des lois de bioéthique de 1994 et de 2004, qui déterminent, en quelque sorte, le statut juridique du corps humain. En France, en 2014, plus de 20 000 personnes étaient en attente d'une greffe, mais seulement 5 000 ont été réalisées. Pourquoi ? À la fois parce que les besoins augmentent plus vite que le nombre de greffons disponibles, mais aussi parce qu'il existe un paradoxe en France. La grande majorité des Français vivants se disent prêts à donner leurs organes, mais dans les faits, 40% de leur famille refusent aux médecins le prélèvement d'organes. Une pénurie qui s'explique donc car donner les organes d'un proche qui vient de mourir, ça n'est pas si facile. Cette situation, la famille Bérard l'a vécue. Fin septembre 2013, leur fils Logan, 8 ans, va fermer le portail roulant de la maison. Il le fait coulisser, mais la grille métallique ne s'arrête pas à la butée. Elle se dégonde, bascule, entraîne puis écrase l'enfant dans sa chute. Lorsque cela s'est produit, vous avez tout de suite compris que c'était grave. Oui, parce que j'étais toute seule avec les enfants. Justement, je ramenais Logan de son catéchisme. Et il a voulu jouer dehors et il me dit « Maman, est-ce qu'on peut jouer dehors ?» Je lui ai dit « Oui, mais à condition, c'est que vous fermez le portail. » Donc avec mon grand, on est rentré à la maison pour poser les courses, les cartables et tout ça. Et je sais pas pourquoi un bruit m'a fait aller tout de suite dehors. Pourquoi, je sais pas. Et là, j'ai vu mon petit garçon. Il était touché où? Au cerveau. C'est toute la tête qui a pris, en fait. Ouais. Après, on est allé au CHU à Dijon, là. Oui. Et bon, ils ont tout de suite opéré. Et il nous a dit qu'on avait déjà eu de la chance qu'il arrive vivant au CHU. Et après, bon, ben... On a attendu longtemps. Il a été pris en charge, on a attendu longtemps. On a eu les premières nouvelles dans la nuit, où là, on a 2 neurochirurgiens qui sont venus nous voir, nous parler. Et la première chose qu'ils nous ont dit, c'est oubliez Logan tel qu'il était avant. Logan ne sera plus jamais Logan, s'il s'en sort. Durant une semaine, le petit garçon est entre la vie et la mort. Ses parents, à son chevet, 24 heures sur 24, au CHU de Dijon. Et à ce moment-là, une équipe de médecins s'approche de vous. Oui. Et ils vous disent quoi? Donc là, ils nous ont établi le bilan, l'état de santé de Logan. Et donc c'est là qu'ils nous ont dit qu'il fallait attendre 24 à 48 heures pour voir, comme c'était un œdème au cerveau qu'il avait qui était très, 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 très grave. Ils nous ont vraiment bien appuyé sur le fait que c'était très, très grave. Et donc il a fallu qu'on attende. Donc on a passé 5 jours près de lui, 24 heures sur 24. Jérôme et Sandrine Bérard sont accablés par la gravité extrême de la situation. Vendredi matin, on voit toute une grosse équipe de médecins qui nous convoque dans une grande salle de réunion. Et là, on sent on sait que c'est grave. On sent les jambes qui flageolent, on sent parce qu'on sait que ce qui va se passer, je pense qu'on le savait de toute façon. Ils nous disent déjà que la médecine a des limites, c'est la première phrase qu'ils nous ont dit. Ouais. La médecine a ses limites. Et que pour Logan, il n'y avait plus d'espoir. Donc il fallait qu'on choisisse la manière dont il fallait que ça se termine en fait. Et suivant notre choix, il y avait plusieurs solutions. C'est soit il débranchait le respirateur artificiel. Et voilà, c'était le vendredi, Logan partait. Et après, ils sont venus justement petit à petit au don d'organes, que si on choisissait le don d'organes, il fallait attendre en fait l'arrêt cérébral. Alors, en fait, est-ce que vous étiez prêt à entendre ça? Plus ou moins. Moi, j'étais pour. Je me posais pas de questions. Malgré votre chagrin, vous pensiez? Moi, j'étais pour. Et vous, madame?
Moi, j'ai eu mon frère, le mercredi, dans le milieu de la semaine, quand on espérait encore, il m'a pris à part et il m'a dit tu sais, est-ce que tu as pensé au don d'organes? Et moi, à ce moment-là, j'étais pas prête. Je lui ai dit mais ça va pas, t'es fou, Logan, il est là. Pour moi, il n'était même pas la question que je pense à... Mais je pense qu'inconsciemment, ça a mûri quand même un peu dans ma tête. Et bien que tous les deux, on était pour le don d'organes, parce qu'on en parlait souvent devant nos enfants. Ça n'a jamais été un sujet tabou, bien au contraire, mais pour nous. Jamais de la vie, on aurait pu penser qu'un jour, on allait faire ce choix pour nos enfants. Logan étant mineur, c'est à ses parents de se positionner, d'accepter ou de refuser les prélèvements. Le couple n'a que quelques heures pour prendre sa décision, alors que les médecins doivent alerter les receveurs potentiels. Et à ce moment-là, il s'est passé quoi? En fait, Après, on s'est retrouvés tous les deux, puis on a réfléchi. Non, on vous a laissé. Voilà. Après, on nous a laissé réfléchir. Et au bout de ce laps de temps, vous aviez pris votre décision? Oui. Pas moi. Moi, j'étais contre au départ. Parce que j'avais le sentiment... je me disais, pourquoi faire profiter une famille alors que nous, on va perdre notre enfant? Et je l'ai expliqué ça aux médecins. C'est un peu un sentiment d'égoïsme. Et ils m'ont dit, c'est normal. Un sentiment de mère. On dit, c'est normal. Et après, donc j'ai écouté tous les arguments et je me suis dit oui. Quand on a su combien d'enfants Logan pouvait sauver, après, la question, elle se pose même plus. Sauf que j'étais réticente au niveau du cœur. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est bizarre. Peut-être parce que c'est symbolique, je ne sais pas. Et puis après, je me dis non, je n'ai pas le droit. Si on le fait, on le fait. On le fait. On va jusqu'au bout. Et pour moi, c'était tout de suite, j'ai compris que c'était donner un sens au décès de Logan. La décision à prendre sur le don d'organes est un moment particulièrement délicat pour les équipes médicales, alors que la famille fait face à l'inacceptable. L'abord des proches, c'est un moment très particulier. Il n'y a pas de recette miracle. Chaque famille est unique. Chaque abord des proches est unique, puisque bien évidemment, ça dépend des circonstances du décès, des relations entre les proches et le défunt. Il faut beaucoup d'empathie et il faut essayer de s'assurer qu'ils comprennent ce qu'on va verbaliser et pourquoi on évoque le don d'organes. L'étape principale, c'est qu'ils aient confiance dans l'équipe médicale, qu'ils n'aient pas de doute sur la réalité de la mort, sur la capacité qu'on a eue à faire le traitement le mieux possible. Il faut qu'ils aient admis la mort. C'est très dur à expliquer parce qu'on a plein de sentiments qui se mélangent. Parce que déjà, c'est accepter que son enfant, c'est accepter l'inacceptable. Voilà. C'est se dire, c'est vraiment la fin, quoi. On n'arrive pas à le croire. Et le fait de dire oui, je pense qu'on a compris tout de suite que ça allait nous aider pour après, en fait. Que c'était vraiment quelque chose de très important. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience de l'importance du don d'organes. Dimanche 6 octobre 2013, Logan, qui était plongé dans un coma profond, décède et ses organes sont prélevés. Le fait d'accepter qu'on prélève un certain nombre d'organes, on ne vous a pas dit lesquels, d'ailleurs ça n'a pas une fille. Si. Ça a une importance pour vous de savoir ça, oui. Entre parenthèses. Oui. On savait que le cœur, soit il partait pour un petit garçon à qui il lui restait 48 heures à vivre, ou alors il partait à Londres. Et les reins, voilà. Du coup, voilà. Donc en fait, il a sauvé 3 enfants, voilà. Une fois les prélèvements effectués, chaque minute compte pour les médecins car le maintien en état des organes n'est possible que quelques heures dans un contexte évidemment instable. Il y a des organes qui effectivement peuvent accepter une durée, on appelle ça d'ischémie, c'est-à-dire où ils sont conditionnés dans un liquide de conservation sans avoir de sang pour les oxygéner. Ces délais peuvent être très courts, de quelques heures, 4 heures, 5 heures pour un cœur par exemple, et peuvent dépasser 18 heures, 20 heures pour un rein par exemple. Donc c'est très variable d'un organe à l'autre. Voilà. Ensuite, il y a des situations d'urgence différentes en fonction également du patient, du receveur. C'est l'agence de la biomédecine rattachée au ministère de la Santé qui pilote la répartition des greffons et qui contacte les médecins, ceux qui ont des patients en attente de greffe. C'est l'agence de biomédecine, pas du tout les gens qui sont au chevet du donneur, qui vont décider à qui va les organes. La liste d'attente, il y a des règles de priorité qui sont très claires pour qu'il y ait de l'équité, pour que ce soit homogène sur toute la France.
pour que l'organe aille à la personne qui en a le plus besoin. Une fois les prélèvements effectués, les époux Bérard sont persuadés qu'ils ont pris la bonne décision pour leur fils. Il avait tellement le cœur sous la main que je crois qu'il aurait dit oui. Il aurait dit oui. Ouais. Ah oui. Parce qu'on s'est posé la question après. Parce que, je veux dire, même quand il voyait des... Bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais je veux dire, quand on le voyait des fois, qu'il voyait des enfants qui n'avaient pas, qui étaient un peu... Il voulait presque donner ses jouets, je veux dire. On voyait qu'il avait plus que le cœur. Ah oui. Toujours Logan, un petit bout par-ci, par-là. Oui. Et tous C'est important, ça. Voilà. C'est important, ça. Ouais. Ouais. Ah oui. Vous avez la sensation qu'il vit au travers d'un autre gamin. Ah oui. Et puis ces enfants feront ce que Logan ne peut plus faire, quoi. Cette décision difficile du don d'organes, d'autres parents ont dû y faire face. Comme Marie Duhart, durant l'été 2013, après le suicide de son fils, Joris, âgé de 19 ans. Mon fils a été hospitalisé 2 jours auparavant, entre la vie et la mort. Donc, ils ne savaient pas s'ils allaient le sauver ou pas. Donc, la première nuit a été critique, hein, et la seconde encore plus. Donc, le mardi 6 août, ils ont décidé de débrancher la machine. Et c'est là, devant le corps, qu'ils nous ont dit « Est-ce que vous êtes pour le don d'organes ?» Moi, j'ai répondu que oui, mais que Joris, non. De là, ils nous ont amenés dans cette salle d'attente pour en parler avec mon fils aîné. Une situation que Marie Duhart n'aurait pas dû connaître, car son fils étant majeur et opposé au don d'organes, toute discussion aurait dû cesser et le prélèvement rejeté. Je pense que pour eux, le plus important, c'était mon avis à moi. Après que Joris soit pour ou contre, voilà, ils n'en avaient plus rien à faire. Ceci est illégal. C'est illégal puisque dans la loi française, la seule chose qui compte, c'est le choix que chacun de nous veut faire de ses organes. Ce n'est ni à notre famille, ni à l'État, ni aux médecins de se substituer à la décision individuelle. Quand on va discuter avec la famille, l'objectif principal est de coller à la loi. La loi nous oblige à rechercher la non-opposition du défunt de son vivant exprimé. Et la question modèle, entre guillemets, qu'on pourrait utiliser, c'est est-ce qu'un jour, votre proche vous a dit qu'il était opposé au don d'organes? Et c'est comme ça que la loi française nous autorise à poser la question. On est dans le principe même du consentement présumé. Pour Joris, le fils de Marie Duhart, pas de consentement, mais en état de choc et désemparé, elle croit alors qu'elle doit choisir pour son fils. La seule question, c'est est-ce qu'on donne, est-ce qu'on ne donne pas? C'est tout. Après, on n'a pas d'autres renseignements, on ne sait rien. On nous dit bien si vous avez des questions, mais on est tellement triste déjà qu'on ne pense même pas poser la moindre petite question. Je me dis qu'en fait, j'ai agi contre sa volonté, que j'aurais dû suivre son choix. Mais voilà, comme j'étais pour, j'ai fait don de ces organes, oui. Mais au fond de moi, voilà, c'est une chose qui me travaille, oui. Malgré le trouble, Marie a voulu savoir ce qu'étaient devenus les organes de son fils. Quand j'ai reçu le courrier disant que tel organe avait été à telle personne d'un certain âge, c'était des gens de plus de 40-50 ans. Il n'y a qu'un organe qui a été donné à un petit garçon de 18 mois. Là, ça a été une victoire, je dirais. Après, je ne dis pas que ce n'est pas des victoires pour les autres personnes. Tant mieux pour elles. Mais au fond de moi, j'espérais que les dons soient pour des jeunes, je dirais. Des gens de son âge. J'ai eu l'impression de prendre une gifle. J'ai eu l'impression de prendre une gifle quand j'ai vu les organes retirés. Malgré que j'étais pour, et bien voilà, ça m'a fait mal. Les parents de Logan, eux, n'ont pas souhaité savoir si les greffes avaient réussi. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas prêts. Enfin, moi, personnellement, j'aurais trop peur qu'on me dise « ben non, ça n'a pas marché ».
Et pour moi, ça serait un échec et je ne suis pas prête à l'entendre. Donc pour moi, je me dis, je préfère me dire que ça a marché. Si le couple Bérard a pris la décision du don d'organes pour leur fils mineur, comme la loi le prévoit, Marie Duhart, elle, n'aurait pas dû décider pour son fils majeur et opposé au don. En effet, la loi Caillavet de 1976 prévoit que des prélèvements peuvent être effectués sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. Mais dans la majorité des cas, c'est un autre problème qui se pose, celui des défunts qui n'ont pris aucune décision de leur vivant. Un amendement du projet de loi santé propose donc de renforcer le consentement présumé au don d'organes et de ne plus qu'informer les familles des prélèvements envisagés. Autrement dit, le don, le prélèvement, serait en quelque sorte automatique, sauf inscription spécifique au registre national des refus. Cet amendement avait donc pour objectif de faire face à la pénurie d'organes, mais il a provoqué immédiatement une levée de boucliers et beaucoup de questionnements. Deux points de vue s'opposent, celui de la stricte application de la loi et celui de la pratique sur le terrain. La loi Cavaillé, qui est la première loi, définissait un consentement présumé, je dirais, pur et dur, qui n'a pas marqué, n'a pas fait connaître son opposition au don, on considère qu'il est pour. C'est le principe du qui ne dit mot consent. Et il a été atténué par les différentes moutures des législations successives qui ont ajouté à ce principe, premièrement, la création d'un registre des refus. Vous êtes contre, inscrivez-vous sur le registre des refus. Or, on a constaté que ce registre de refus est vide, statistiquement parlant. Donc, on a dit, il faut faire connaître par tous les moyens sa position. Donc, en particulier, en parler aux proches, etc. La loi Caillavet n'a quasiment jamais été appliquée parce qu'elle était inapplicable. Nous, médecins, chirurgiens, etc., nous ne pouvions pas l'appliquer sans l'accord, soit préalable parce que celui qui est mort avait décidé de s'inscrire ou de le dire, soit des familles. Nous ne le faisions pas. Si pour la famille ou les proches, faire le don d'organes est quelque chose qu'ils estiment comme inacceptable pour eux parce que trop violent, parce que, eh bien du coup, on ne va pas le faire, même s'il ne nous rapporte pas d'opposition du défunt de son vivant. Et c'est là toute la difficulté de la loi. C'est que il arrive des fois où c'est la famille qui va prendre la décision, même si ce n'est pas la volonté du défunt exprimée de son vivant. Dans ce contexte flou, le député Jean-Louis Touraine a souhaité renforcer la notion de consentement présumé du défunt, et cela dans le but d'augmenter le nombre de greffons disponibles. L'amendement que j'ai proposé demandait que pour sortir de cette ambiguïté, on offre des conditions améliorées à chacun de nous de pouvoir exprimer son refus si refus il y a, et que, passé une certaine date, permettant de s'assurer que toutes les personnes majeures ont pu s'exprimer, alors ceux qui n'ont pas inscrit leur refus sont des gens présumés consentants. Vous m'accorderez que si quelqu'un ne fait pas le minimum de démarches pour s'inscrire contre le prélèvement, ça veut dire qu'il n'a pas de réticence à ce que ses organes soient pris. On a en fait une quinzaine de pourcents de Français qui seraient contre le don d'organes. Malheureusement, aujourd'hui, le taux de refus, chiffre officiel de l'Agence de biomédecine, est de 41,8%. Ce qui est énorme, presque une personne sur deux refuse. Or, ce différentiel entre 41,8% et 15% représente 2500 greffons potentiels qu'on abandonne alors qu'on pourrait sauver des vies. Je crois qu'on ne peut pas opposer l'intérêt de celui qui attend la greffe avec l'éventuel état d'âme que peut avoir tel ou tel des proches d'un donneur. Ça n'est pas possible. Le total doit être pris ensemble. Si cette décision n'est pas la traduction de l'opinion du défunt lui-même, c'est accepter consciemment qu'on prive de vie quelqu'un d'autre. J'observe, et ça a été l'élément, à mon avis, important dans le débat autour de ce prétendu amendement, qu'on avait une espèce de simplification démagogique en disant « nous manquons de greffons et on a la solution miracle ».
Le seul point, c'est qu'il ne s'agit pas de prélever sur des instruments ou sur des gens désincarnés, c'est sur des gens qui ont une existence et qui doivent être respectés en tant que tels. Pour les familles pourtant favorables au don d'organes, l'amendement a été très mal perçu. Ces nouveaux amendements, moi personnellement, je suis contre. On ne peut pas imposer aux gens... c'est déjà tellement un traumatisme de perdre un être qu'on aime que pour les gens qui ne sont pas prêts à entendre parler du don d'organes ou à accepter le don d'organes, ça peut être un traumatisme supplémentaire. Au fond de moi, je suis choquée qu'ils puissent avoir le droit, même si c'est une personne décédée, qu'ils puissent avoir le droit de retirer les organes d'une personne. Non, il faut que la famille ait quand même un droit de regard. Pour Jean-Louis Touraine, la question des familles ne se pose pas en ces termes. La seule personne qui a le droit, et je crois que c'est bien ainsi, de décider de l'avenir de ses organes, c'est soi-même. Je crois que c'est important de bien redire cela, parce que j'ai entendu des choses étonnantes, voire même lues dans certains articles, où l'on disait que l'on voudrait priver la famille de son droit de choisir le prélèvement ou l'absence de prélèvement. Il n'y a jamais eu cette disposition en France. On ne prive jamais la famille d'un droit qu'elle n'a jamais eu. Je pense qu'il faut penser à l'intérêt général. Et je ne comprends pas qu'on ne veuille pas respecter la loi. La famille n'a aucun droit sur le corps d'un de ses membres. Le corps n'appartient à personne parce que ce n'est pas un bien matrimonial. Il ne m'appartient même pas à moi, mon propre corps, parce qu'il est ma personne et non pas un objet. Il est le représentant de ma personne. Donc je ne vois pas pourquoi on offrirait un droit à la famille concrètement, dans la pratique, alors que juridiquement, il n'a aucune existence. Lorsqu'il y a des décisions à prendre qui touchent à une certaine représentation qu'on a de la personne humaine et de nos responsabilités sociales ou citoyennes, le débat est nécessaire. Et ça conditionne l'acceptabilité d'une pratique qui a besoin effectivement de règles extrêmement précises et qui a besoin d'associer la société à son projet. Cette mise à l'écart des familles, considérée comme un passage en force, a aussi provoqué une vague d'indignation chez les équipes médicales chargées d'effectuer les prélèvements. Est-ce qu'on leur dit qu'on fait le prélèvement parce que c'est la loi? Est-ce que c'est de l'éthique? Est-ce que c'est de l'humanité? Je ne sais pas ce que c'est. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire à une famille, attendez, il n'était pas inscrit, on va le prélever. Ah oui, non, mais on ne voulait pas. Non, non, non. La loi dit, et donc on va le faire. Ouais, ça me paraît pas éthique, pas humain, pas médical, pas soignant, pas... Je ne peux pas faire ça. Je sais bien que la situation est tragique, mais précisément parce qu'on a convoqué la famille qui n'a pas à être là, il faut l'épargner. Je ne dis pas ça pour crucifier les familles, bien au contraire, c'est une véritable crucifixion qu'on leur impose qui pourrait leur être évitée. Et ce que les familles ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait, ils projettent leur désespoir, mais qui est le désespoir face à la mort, parce que, dépecé ou pas, il va être détruit, ce corps. La vraie question, c'est pas la famille obstacle, c'est la famille impliquée, c'est la famille respectée, c'est la famille informée. Mais si elle a eu le sentiment d'une maltraitance, d'une indifférence de son proche, c'est vrai que ça l'inclinera plutôt à dire mon proche n'était pas favorable à cette position. Je ne pense pas que des familles refusent au sens propre. Il faudrait créer surtout les conditions pour qu'elles ne soient pas en situation telle qu'elles n'acceptent pas quelque chose qu'on leur propose et qui a du sens. C'est ça la vraie question. Nous avons affaire à des hommes et des femmes, des enfants, des adolescents. Ils sont ce qu'ils sont. Il y en a qui sont altruistes, il y en a qui sont égoïstes. Et c'est pas à l'État de décider qu'il n'est pas assez altruiste ou qu'il est trop égoïste. Il y a ce qu'on appelle la liberté. C'est le plus beau des dons, mais s'il est extorqué, c'est la pire des situations. Contre cet amendement controversé du texte 2015, une pétition a été adressée à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dans laquelle médecins et infirmiers des équipes de prélèvement expriment leur consternation. Face à la grogne, la ministre de la Santé a défendu le texte.
Sur un sujet comme celui-là, nous ne pouvons pas donner le sentiment d'imposer une démarche. Nous avons besoin d'une démarche qui rassemble, et je le dis, je m'en tiendrai là. Je pense que c'est le succès de la concertation qui fera le succès du processus engagé. Ce combat politique apparaît alors très en décalage avec la réalité. D'un côté, des politiques qui théorisent sur des formulations de principes fondamentaux, et de l'autre, des médecins, des familles qui sont confrontés chaque jour, chaque nuit, à des décisions brutales. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le législateur s'est rendu compte qu'il y avait des gens de terrain qui discutaient avec les familles, et peut-être que ça valait le coup de réunir ces gens-là et de leur demander comment on pouvait faire pour que les gens prennent position et le dire à leurs proches. Donc finalement, tout ça a eu un intérêt négatif, c'est la médiatisation de « là, on va faire n'importe quoi avec les organes sans consulter les familles ». Et un côté positif, c'est peut-être qu'enfin, on va réunir les gens qui font l'abord des proches pour leur demander comment on peut faire pour que les gens expriment enfin leur position et le disent à leurs proches et qu'on respecte vraiment les dernières volontés du défunt. Dernière volonté, mais pour en parler, encore faut-il que le défunt ait pu connaître le don d'organes et ses modalités. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui en France. C'est pourquoi les Bérards se battent désormais pour mieux informer les autres familles. Vous avez créé une association du nom de votre fils. Ça s'appelle comment précisément d'ailleurs? Un but pour Logan. Le but, c'est l'information. Oui, sensibiliser les parents au don d'organes chez les enfants. On a mis en place des plaquettes d'information pour distribuer dans les CHU, pour justement apporter de l'aide aux parents qui vivraient la même chose que nous. On a eu contact avec une maman près de chez nous, à qui c'est arrivé 4 ans avant Logan, et avec qui on a beaucoup parlé et qui a pris la même décision que nous. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir en parler entre nous, parce qu'on se comprend. On a les mêmes mots, les mêmes... voilà. Afin d'être plus près des familles, plus à leur écoute, après que l'amendement a été rejeté par le Sénat, le gouvernement propose en avril 2015 une version modifiée, jugée moins dure pour les familles. En concertation avec le ministère, nous avons introduit des éléments de souplesse que je vous résume en disant que, au lieu que cette notification du refus soit seulement sur le registre national des refus, d'autres dispositions plus accessoires pourraient être définies dans un décret en Conseil d'État l'an prochain. Il faut que, par exemple, au moment où je prends ma carte vitale, quand je suis majeur, on me donne le texte de la loi, ou qu'on me le lise si je ne sais pas lire, dans une version claire et simple de ce qu'est le consentement présumé. Après quoi, je signe un document en disant « j'ai pris connaissance de la loi », point final. L'État est dégagé en quelque sorte de ce trouble, est-ce que les gens savent ou pas, qui peut choquer. Si j'ai signé, c'est que j'ai pris connaissance de la loi. Et si je ne dis rien, c'est donc en connaissance de cause. Et c'est donc qu'effectivement, implicitement, je suis pour. Moi, je serais plutôt partisan, comme la Belgique, je prends cet exemple, il y a d'autres pays, sur non pas le consentement présumé, mais le vrai consentement, et à travers un choix, parce que pour le choix, il faut bien qu'il y ait une alternative, c'est le registre de l'acceptation, le registre du refus. Pour être un peu honnête, quand il y avait le registre du oui, il n'y avait pas grand monde. Quand c'est le registre du non, il faut aller faire la démarche de dire non, je ne veux pas. Et dire oui, c'est quelque part assimilé, on va dire, à un acte militant, vous voyez, positif. On va dire ouais, je suis d'accord, etc. Le non, ça veut dire quoi le non? Ça veut dire j'aime pas les autres, j'ai pas envie de leur donner mon cœur, j'ai pas envie de... Certains pays font ce qu'on appelle du consentement explicite, en le mettant sur le permis de conduire. Leur taux de prélèvement n'est pas meilleur que la France. Donc le registre du oui, c'est pas une bonne solution. La bonne solution, c'est de trouver un moyen pour que le grand public prenne position et le dise à ses proches. Et nous, ça nous changera la vie. La réponse devra venir d'un accord entre le Sénat et l'Assemblée sur une version définitive de la future loi. Mais à l'inverse, dans l'approche philosophique des religions, le don d'organes ne fait pas vraiment débat. Il faut quand même se rappeler qu'une des premières religions, c'était la religion égyptienne, et que les pharaons, les grands de ce monde, eh bien, quand ils partaient, on leur retirait justement
les organes du corps que l'on mettait dans des pots séparés. Donc c'est pas quelque chose de choquant, ça me permettait au contraire que l'âme et le corps puissent voyager dans de bonnes conditions vers l'au-delà. Donc il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de rejet à ce niveau-là. Il n'y a pas d'obstacle du côté des autorités religieuses. Il y a, par exemple, que ce soit dans l'islam ou dans le judaïsme, un interdit qui consiste dans le fait que la mort, c'est l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire l'arrêt du souffle, parce qu'il y a un sens symbolique dans les textes sacrés. Mais les autorités religieuses, que ce soit dans l'islam, dans le judaïsme comme dans le catholicisme, sont passées par-dessus cet obstacle en disant, pour un acte généreux qu'est le don, on considère qu'il est parfaitement autorisé dans notre religion. Être donneur ou pas, cette question touche à l'intime. On l'a vu avec cet amendement qui fait débat. Face au manque de greffons, plusieurs voies sont envisagées pour augmenter le nombre de donneurs. En France, un prélèvement sur donneur vivant est en plein essor, celui du don de rein. En 10 ans, la greffe de rein, à partir de donneurs vivants, a augmenté considérablement. Mais ces greffes ne représentent que 16% des greffes de rein réalisées en 2014 et 8% du total des greffes réalisées en France. C'est anecdotique comparé à d'autres pays européens où elles sont beaucoup plus répandues. Cette pratique, très encadrée, implique des donneurs vivants qui ont un lien affectif, étroit, stable avec le receveur et qui ne subissent aucune pression. Depuis la loi bioéthique votée en 2011, les dons de rein ou de foie par des amis ou des proches sont possibles. Le droit de faire un don n'est plus réservé qu'à la famille au sens strict. C'est à chaque fois une expérience unique. C'est ce qu'a vécu Jean-Paul Sauvin. Il y a 35 ans, il a découvert qu'il était insuffisant rénal. De quelle manière avez-vous appris votre insuffisance rénale? C'est-à-dire que je l'ai appris en faisant mon service militaire, où là, on m'a réformé rapidement pour un taux d'albuminurie important. Et donc après, j'ai fait des examens en ville qui m'ont confirmé que j'étais déjà atteint d'un rein qui était beaucoup plus petit que l'autre et qu'un jour, j'allais tomber en dialyse. Le choc? Le choc, bien sûr, oui, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on tombe des nues, voilà, donc... Et la réaction de votre femme quand elle a appris ça? On a fait comme on a pu, on s'est serré les coudes et on a fini par se renseigner. Rapidement, on a décidé de faire le choix de la dialyse à la maison à l'époque, donc de l'autodialyse. Donc ma femme et moi, nous sommes restés 3 mois en formation à l'hôpital. Et donc là, on a appris, je me piquais et c'est elle qui connectait les tuyaux à la machine pour pouvoir que je sois dialysé pendant 4 heures. Frileux quant au choix de la greffe, peu développé, il est vrai, dans les années 80, Jean-Paul est resté 7 ans en dialyse. J'attendais surtout que les médicaments changent, anti-rejet. Donc à partir du moment où la cyclosporine est apparue, un nouveau médicament anti-rejet, et qu'on ne donnait plus des cortisones à haute dose, je me suis inscrit sur les listes de greffe. À partir de là, j'ai attendu à peu près 1 an et demi ou 2 ans, je pense. Et là, c'est avéré qu'est tombé un rein d'un accidenté de la route. On m'a greffé et là, ça a tenu 20 ans. C'est de grande chance que cette greffe tienne quand même 20 ans. Avec le greffon, vous avez retrouvé une vie beaucoup plus normale qu'avec la dialyse. Complètement. Après, j'ai été pendant 20 ans un homme normal. Voilà. Mais malheureusement, Jean-Paul va finir par rejeter le greffon. Il faut s'y préparer psychologiquement, donc c'est pas simple. Et puis on voit que la santé, on redescend à nouveau dans le trou un petit peu quand même, parce que là, on pète moins le feu. Maintenant, on va se réinscrire sur la liste de greffe, et puis on va recommencer à nouveau. Malgré que mes 2 sœurs s'étaient proposées, en sachant que j'allais retomber, mais tu sais, on est là toutes les deux. Si tu as besoin d'un greffon, on est prêtes toutes les deux. Mais je dis non, pour le moment, j'arrache pas de greffon à mes sœurs, je voulais surtout pas. Et donc, j'ai dit, tant pis, dialyse. On va voir combien de temps ça peut durer. Je peux tenir encore 3-4 ans comme ça en dialyse. Ses sœurs le voient mal en point. Elles sont impuissantes. Il était tout le temps fatigué, en fait. Il supportait mal les dialyses. Il y avait ça aussi. Ça le rendait malade, tout ça. Et donc, on en a discuté et on a dit, écoute, on était toujours OK. Nous, on s'est dit, allez, on est partante. Faut qu'on fasse ce qu'il faut que... Voilà. Et puis, il fallait qu'on attende que ça soit sa demande à lui. Ce qui s'est passé, c'est que les médecins m'ont quand même dit, les néphrologues, oui, mais attention, dans ton cas, tu as déjà été greffé, tu fais énormément d'anticorps et ça serait un miracle qu'on trouve un greffon.
Donc là, ça a commencé à cogiter, ça a mis quelques mois dans ma tête. Et puis un jour, j'ai dit à mes sœurs, j'ai dit, bon, allez, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour me donner un rein? Et donc les deux ont répondu présent. Les examens effectués révèlent que Claudine est la plus compatible des deux sœurs. Elle est donc choisie pour la greffe et elle prévient sa famille. J'aurais pas demandé l'autorisation, mais je leur ai dit, voilà, j'ai l'intention de donner un rein à mon frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ils m'ont dit, oh maman, c'est super ce que tu vas faire. Par contre, avec mon mari, on en a parlé. Vraiment, on a mis carte sur table parce que pour moi, c'était important qu'il soit OK dans le fait où je prenais un risque quand même. Voilà, toute opération, il y a un risque. Et puis, avoir qu'un rein, ça peut vouloir dire qu'un jour ou l'autre, peut-être que moi aussi, ça peut m'arriver de tomber en dialyse. Mon mari m'a dit, de toute façon, tu choisis, ta décision sera la mienne. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, on fonce. Frères et sœurs entament alors un travail préparatoire et Claudine passe devant une commission destinée à vérifier que sa démarche est faite librement, sans contrainte. Et en juin 2013, Jean-Paul et Claudine sont opérés. C'est-à-dire que le souvenir que j'en ai, c'est que ma sœur passait en premier. Quand je suis parti à l'opération, je voulais déjà savoir un petit peu, je demandais, est-ce que ma sœur va bien? C'était montré. Et donc après, je suis passé, on s'est pas vu, mais on aurait pu se croiser, parce que c'était... Elle était prélevée, et puis hop, dans une autre salle, on amenait le greffon et on me greffait, Le truc le plus super, c'est que quand je me suis réveillée, il y a un interne qui est venu me trouver en me disant, Madame, votre frère vient d'être greffé et il a... Alors, excusez-moi l'expression, mais il a pissé sur table. Ça voulait dire que le rein fonctionnait. C'est une expression et technique. j'ai dit, super. Et voilà, et j'ai replongé parce que j'étais pas encore bien réveillée. Et j'ai trouvé ça génial. Mais après l'opération, les enjeux psychologiques sont nombreux. Moi, ça m'a posé aucun souci. Par contre, j'ai trouvé que mon frère était Au début, oui, j'ai un petit peu accusé le coup. Moi, Ouais. ça a mis du temps dans mon cerveau à accepter tout ça. Avec cette inquiétude au début, faut que ça marche, c'est une greffon de ma sœur, un peu ce qui marche. Non, mais quand même, Donc, il y a tout ça, des inquiétudes comme ça, Donc, je dirais que par un moment, psychologiquement, j'ai eu besoin de l'aide un peu d'un psy, quand même, un petit peu. Pour Jean-Paul, se pose la question d'une réponse à ce don ou comment montrer sa reconnaissance à sa sœur. Je me disais, comment je vais faire pour pouvoir la remercier? Mais en réalité, non, s'il n'y a pas de... C'est même pas un merci, c'est qu'après, on se rapproche plus, il y a plus d'affection, il y a plus d'autres choses, Ça vous a quand même rapproché, cette... Ah oui, Vous n'êtes pas des frères et sœurs comme tout le monde, je veux dire. Ouais, on a toujours eu l'esprit de famille, chez nous, c'est vrai, quand même. Donc, la maman italienne, donc c'est vrai que la famille, c'est important pour nous. Si Jean-Paul connaît son donneur, il lui est pourtant difficile d'exprimer pleinement sa gratitude. Alors pour les receveurs dont les donneurs sont anonymes, c'est tout bonnement impossible. Moi, je suis anthropologue, on a un concept qui nous tient bien à cœur. C'est un concept qui a été mis en place par Durkheim, qui s'appelle le don et le contre-don. Moi, j'avais interrogé des receveurs. Les receveurs sont dans une position beaucoup plus délicate parce qu'eux, ils ont reçu un don, ils ne savent pas quel contre-don faire. Alors, ils aimeraient connaître la famille, mais ils ont bien compris que ce n'était pas ni possible ni sain. Donc, ils sont un peu désemparés. Et ces gens-là ne sont pas bien, parce qu'ils ont un manque, parce qu'ils ne peuvent rien rendre. C'est difficile quand vous recevez quelque chose de rien pouvoir rendre. Il est recommandé maintenant dans la loi qu'il y ait dans les hôpitaux des endroits de mémoire en famille des donneurs. Certains plantent un arbre, d'autres mettent une plaque. Et effectivement, c'est tout le problème de comment on remercie ces donneurs. Je ne suis pas du tout philosophe, mais les philosophes parlent du don et du contre-don. Et c'est vrai, quand il y a eu un don, c'est aussi le cas des receveurs qui aimeraient bien de temps en temps pouvoir rendre quelque chose. Et ce lien ne peut pas être fait du fait de l'anonymat. Pour les donneurs vivants, la situation est plus simple. Le don est tout simplement un geste de générosité. Vous n'avez pas du tout eu cette période de questionnement, en quelque sorte? Ah, absolument pas, non. Non, moi, ça a été un coup de bonheur dans ma vie, C'est comme si j'avais reçu un soleil à l'intérieur, C'était... Ah ouais, c'était génial, oui. Je ne vous pose pas la question. Si c'était à refaire... Si c'était à refaire, je le referais, moi. Oui. Mais je peux pas... Moi, oui, mais... Je peux pas vraiment en redonner deux, mais... En donner qu'un. Si c'était à refaire, je le referais. Oui. Du côté des familles d'un donneur décédé,
comme chez les receveurs, un suivi psychologique paraît tout aussi important car elles se sentent parfois négligées en ces moments si douloureux pour elles. Est-ce que vous pensez que les médecins qui vous ont accompagné l'ont fait d'une manière positive? Ils vous ont aidé vraiment? Ils ont fait leur travail jusqu'au moment où on a dit oui. Mais c'est après qu'il y a un manque. C'est après qu'il y a un manque. Dites-moi. Une fois qu'on a dit oui et que ça se fait, on se retrouve tout seul. Voilà, eux, forcément, on comprend qu'ils ont... Après, pour eux, c'est une autre étape. Mais nous, on se retrouve là tout seul et... Auprès de Logan, et puis on attend, en fait. C'est dur. Mais à partir du moment où cette maudite porte s'est fermée, on s'est dit on n'existe plus. Ils ont ce qu'ils voulaient. Donc nous, on n'existe plus. On est un numéro, voilà, c'est un tel. Et on n'a plus vu personne. Ils nous ont dit au revoir et ils nous ont appelés juste pour dire on vous remettra les affaires de Joris dans une semaine. Voilà comment se passe l'après. J'attendais de l'équipe qu'elle soit un peu plus chaleureuse, un peu plus humaine, qui est ne serait-ce qu'un sourire. Enfin, un sourire, c'est pas le geste adéquat dans cette situation-là, mais ne serait-ce qu'un mot. Un mot qu'on puisse... qui aille droit au cœur. Et là, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu un regard, il n'y a pas eu un mot, il n'y a rien eu. Je trouve déplorable et irresponsable que l'on n'accompagne pas les familles lorsque finalement le prélèvement a été obtenu d'une certaine façon. Parce que j'imagine l'ambivalence ensuite de leurs sentiments, leur ressentiment, dès lors qu'elles n'ont pas la conviction de ce qu'aurait été vraiment la position du proche si elle n'avait pas été exprimée d'une manière anticipatoire. Les équipes médicales elles-mêmes, généralement, se refusent à gérer la dimension psychologique de la personne. Ce qui est une erreur, parce que ça fait partie du soin de prendre en compte la totalité de la personne. On peut partager la compréhension des affects. Mais justement, ça permet au contraire que chacun ait une distance, un recul réflexif par rapport à eux. Mais il faut partager, il faut échanger, il faut écouter. Or, cette dimension n'est pas prise en compte. Ce sentiment d'abandon des familles post-prélèvement, les équipes médicales essaient d'y être de plus en plus sensibles. La première fois qu'on est retourné vers eux, on est resté tout un après-midi justement où on a pu débattre de tout ça et pu discuter. Et l'infirmière qui nous a fait signer les papiers quand on a donné notre accord, elle m'a dit « Écoutez, il faut que je vous pose une question ». Elle m'a dit « Je vous ai fait signer les papiers dès que vous avez dit oui, mais ça, je m'en veux, mais vous pouvez pas vous imaginer comme je m'en veux. Est-ce que j'ai eu bien fait de le faire? Est-ce que c'était pas trop tôt? Vous auriez peut-être préféré les signer après ». Et je lui ai dit non, peu importe, nos décisions étaient prises. Les équipes de coordination s'intéressent de plus en plus au suivi des familles, voir comment elles vivent la suite, les années qui suivent. On leur donne toujours nos coordonnées pour qu'ils nous recontactent a posteriori, s'ils le souhaitent. Bien évidemment, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre. On peut leur proposer un accompagnement. Si on détecte dans les relations avec ces familles qu'il peut y avoir un deuil pathologique, on peut les conseiller de consulter. Mais bien évidemment, le suivi de ces familles est assez peu codifié, dépend des centres, dépend de la capacité que les gens ont assuré ce suivi-là. Pour nous, c'est quelque chose de très important, l'accompagnement de la famille. Je pense qu'il est incontournable, il fait partie des droits, on va dire, des patients. Et que dans cette phase d'accompagnement, certains sont allés loin. Au Canada, on offre une chambre à la famille pour qu'elle puisse se reposer, etc. Pratiques qui ne sont pas faites actuellement en France. Et à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir parce que c'est sûrement un élément important pour faire baisser le taux du refus. Le ressenti psychologique des familles est d'autant plus à prendre en compte que le don d'organes donne finalement au deuil un caractère singulier. J'ai eu l'impression qu'on me dépouillait de mon fils, que son corps ne m'appartenait plus et qu'ils en faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Donc voilà. Le fait que ce soit mon fils, voilà, c'est ma chair, c'est mon sang, on prenait une partie de moi. Là, j'ai eu l'impression, voilà, de le perdre définitivement. Malgré qu'il soit décédé quelques minutes auparavant, voilà, j'ai eu l'impression de le perdre à nouveau. Évidemment, les gens sont très malheureux quand ils perdent quelqu'un qu'ils aiment.
Et on se dit que, quelque part, la mort n'est pas quelque chose de définitif. Alors, s'agit-il du corps, s'agit-il de l'âme? Ça, c'est le grand débat. Et on a l'impression que donner une partie du corps de l'être cher qu'on vient de perdre, c'est peut-être quelque part le tuer à nouveau, en l'empêchant de se reconstituer peut-être un jour. Il y a un deuil, à mon avis, particulier à faire d'une personne qui a été quand même affectée dans son intégrité corporelle. Et sa dépouille, en quelque sorte, et d'une certaine manière privée d'éléments qui lui ont été constitutifs. Ce qui me frappe, c'est quand vous discutez avec certains coordonnateurs de prélèvement ou même certaines familles, elles ont dit, par exemple, ne touchez pas à ses yeux, pour un exemple précis, ou ne touchez pas à son corps. Donc il y a quand même toute une symbolique qui n'est pas réductible à une approche biomédicale. En effet, la problématique du corps pose la question de la philosophie du don. Il peut y avoir, disons, des philosophies assez différentes entre une philosophie utilitariste, si vous voulez, qui cherche à être le plus utile possible pour la société, et ça c'est une philosophie plutôt type anglo-saxonne, on va dire, et puis une philosophie plus altruiste ou plus individuelle, qui est plus la philosophie française ou latine, on va dire. Et la philosophie du don, c'est un contre-modèle, c'est-à-dire d'abord de la solidarité. On est une société, ça veut dire qu'on est dans des interactions et finalement dans des interdépendances réciproques. Et il est frappant de voir qu'on prend toujours la question du don dans le même sens, en disant on veut m'obliger à donner, ou pourquoi faudrait que je donne? Mais c'est pour que je puisse recevoir. La question du don d'organes ne se limite pas à donner ou à refuser un organe. C'est une certaine vision qu'on a de la société et de nos solidarités. Et je crois que c'est vraiment la question profonde. Si on croit à la société, on croit au don d'organes. Si on doute de la société et de ses valeurs, à ce moment-là, on refuse cette solidarité. Au-delà de ces considérations philosophiques et sociétales, il faut le reconnaître, la question du don d'organes est encore taboue et méconnue de l'opinion publique française. Parler du don d'organes, c'est très compliqué, c'est parler de sa propre mort. C'est pour ça que quand je vois du grand public, je dis qu'on ne parle pas de sa mort, on parle de « moi je suis d'accord pour sauver des vies après ». C'est toujours de ça dont il faut partir, des gens en liste d'attente qu'on va sauver, et c'est des gens, leur seul traitement c'est la greffe. C'est difficile aussi d'avoir une place médiatique, parce que le don d'organes, ça n'intéresse pas forcément tellement. Il n'y a pas de scandale, tant mieux, mais c'est vrai qu'on n'a pas, par rapport à d'autres sujets de société, on n'a pas autant de place qu'on souhaiterait en avoir. Et puis, c'est aussi une volonté politique. Former des jeunes, former l'appel citoyen, aller dans les lycées, tout ça, ça a un coût. J'en ai parlé, moi, chez moi, parce que je travaille à l'hôpital, je suis quand même confrontée souvent à ce genre de choses. Et j'ai jamais eu des réponses claires. Mon mari, par exemple, moi, m'a toujours dit « tu feras ce que tu voudras de moi quand je serai mort ». Donc, c'est compliqué. Voilà. Après, dès l'instant où il m'a dit ça, s'il y avait des choses à donner un jour, peut-être que je dirais oui. Mais après, quand on n'est pas devant le cas, je peux pas répondre à l'avance. Je suis pour le don d'organes. Oui. À tous les niveaux. Il y a un de mes proches qui décède, je suis d'accord. Qu'il me l'ait dit ou pas dit. Je trouve ça normal qu'on donne les dons d'organes. Dès lors qu'on a accepté le don d'organes, pour nous, c'était dire oui à la vie. Donc dire oui à la vie, c'est continuer. Malgré tout, malgré la souffrance, malgré la douleur, mais continuer coûte que coûte. Et on a décidé de revoir un autre enfant. Ça a été rapide, mais ça a été difficile aussi. D'un côté, on vit une grossesse, mais on vit aussi la perte d'un enfant. Mais c'était un choix, et aujourd'hui, c'est notre bouffée d'oxygène, notre petite Sixtine. Elle nous fait avancer, et elle donne de la lumière dans la famille et pour tout le monde. Le don d'organes est un geste singulier et lourd de sens, de conséquences. Des histoires se cachent derrière le fait de donner et de recevoir celles d'hommes, de femmes, de familles entières. Alors que la survie et la qualité de vie des personnes greffées ne cessent de s'améliorer, la médecine, qui a fait du don d'organes une priorité nationale, cherche des techniques complémentaires pour les greffes. Depuis la loi de bioéthique de 2011,
des patients ont pu être greffés grâce à des dons croisés d'organes. Cette technique permet, lorsque deux binômes de proches ne sont pas compatibles, d'échanger les dons d'organes des uns avec ceux des autres. À travers cette technique, certains dénoncent la logique de la réciprocité, à savoir « je ne reçois que si je donne ». Premier pas, disent-ils, vers la commercialisation du don. D'autres, tout simplement, se réjouissent d'un don indirect à la personne que l'on aime. Car si le don d'organes provoque encore bien des interrogations, il n'en reste pas moins, surtout, un don de vie.